ces questions dans des cabinets à Jersey qui organisaient l'évasion fiscale. Et donc il connaît parfaitement ces sujets-là et je lui ai demandé, comme je le fais pour d'autres dossiers, je lui ai demandé de regarder ce qu'il y avait derrière Verallia et ses fameuses holdings installées au Luxembourg. Et il va vous faire quelques révélations. Merci. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Il va vous faire quelques révélations concernant l'argent du groupe et les richesses que vous produisez. Et il va vous dire où vont ces richesses. Maxime, je te laisse la parole. Merci Fabien. Ça marche. Plus près de micro. Un peu plus tard, ouais. En fait, donc, comme disait Fabien, j'ai travaillé dans la finance, mais c'était donc pour informer les services français, la DGSE à l'époque, et ensuite, donc, je suis revenu en France pour aider les salariés. En ce moment, donc, je travaille comme journaliste d'investigation. Fabien m'a sollicité il y a une dizaine de jours en me disant Verallia, est-ce que tu peux donner un coup de sonde dedans? Donc j'ai sorti 84 documents que je vais remettre ensuite au syndicat s'il y a besoin de faire une attaque juridique ou quoi que ce soit. Donc des documents qui permettent de démontrer ce qui se passe dans les paradis fiscaux. Grosso modo, vraiment pour synthétiser ce que j'ai trouvé, donc je vais sortir un article là, qui va être publié d'ici une demi-heure sur le site du média, qui est une web télé, qui sera ensuite rediffusée par l'Humanité et d'autres médias, je pense peut-être Sud-Ouest ou Mediapart. Donc les points principaux, c'est que j'ai découvert assez rapidement qu'il y a le 12 décembre 2019 un transfert de 559 millions d'euros, 1,5 milliard d'euros, qui provient du groupe Verallia vers le Luxembourg et des holdings du Luxembourg vers la maison mère de Apollo dans les îles Caïmans. Il faut savoir que les îles Caïmans, c'est sur la liste noire des paradis fiscaux. Même le Luxembourg n'est pas sur la liste noire des paradis fiscaux. Donc pour vous donner un peu l'idée de l'opacité, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert qu'il y avait énormément, depuis 2015, de prêts, ce qu'on appelle de prêts intergroupes, en fait, entre Apollo et Verallia. En réalité, c'est un moyen de faire remonter des sommes faramineuses vers les actionnaires à des taux qui sont usuriers, prohibitifs, notamment par des directives européennes. Et ça, je pense qu'on en reparlera, mais Fabien, je pense, va essayer de voir si on peut attaquer au PNF, et si vous, salariés, vous avez qualité à agir pour attaquer. Donc c'est des taux qui sont quand même de 8 à 9%, ce qui est totalement anormal, sachant que depuis une dizaine d'années, les taux d'intérêt varient entre 0 et 1%. Donc on sait très bien pourquoi ces taux sont prohibitifs. C'est une façon de remonter les profits sans être taxés vers les paradis fiscaux et vers les actionnaires. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre donc à ce sujet? Que c'est totalement inacceptable que la BPI participe à ce montage aux côtés d'un fonds, je ne vais pas dire ce que je pense de ce fonds Apollo, mais à côté de ce fonds Apollo, en passant par le Luxembourg, et utilise les mêmes outils financiers que Apollo. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Et je pense que c'est une bonne idée de demander, peut-être pas une commission d'enquête parce que c'est lourd, mais en tout cas une mission d'information sur la gestion d'investissement comme BPI France, parce que ça pose de véritables questions. Ensuite, mais vous êtes peut-être au courant déjà, le top management a payé pour avoir accès à des actions au niveau du Luxembourg, c'est une chose, mais ce que j'ai découvert il y a quelques jours, c'est qu'en plus ils ont reçu des actions gratuitement. C'est un autre montage encore différemment, donc des actions gratuites. Et les critères pour qu'ils aient accès à ces actions gratuites, c'était remplir les objectifs de restructuration du groupe. Voilà, donc ça, c'est tous les documents, je les ai en interne, je les partagerai avec vous évidemment. Enfin, la dernière chose que je n'ai pas mis dans l'article qui va sortir, mais qui pose une véritable question sur vos participations, qui est une obligation légale. Faire croire avec les montages qui font d'optimisation fiscale, mais on s'est tous très bien compris qu'il y a moins d'argent prévu en France pour rembourser une dette à des taux usuriers, ça vous fait diminuer sur le sol français vos gains sur le site, et donc mécaniquement ça diminue vos participations, et je pense qu'il faudra sûrement étudier avec les syndicats pour voir si potentiellement, ce qui risque d'être fortement le cas, si vous avez été spolié ces dernières années de votre participation et d'intéressement. Voilà, en tout cas, je reste à vos côtés, avec vous, avec les syndicats, avec Fabien Roussel. L'article sort d'ici quelques minutes et il sera relayé dans les médias et je serai à vos côtés prochainement. Merci de votre attention.
Vous voyez à travers ce témoignage et ce travail que si on s'y met tous, ensemble, on peut faire la démonstration qu'il y a largement les moyens dans notre pays de redonner vie à notre industrie et surtout de préserver celle qui existe aujourd'hui. Et c'est tout le combat que vous menez et pour lequel j'ai souhaité m'investir et m'en saisir parce que vous avez raison de vous battre. Vous avez raison de vous battre parce que quand tout le monde dit, y compris le président de la République, qu'il faut relocaliser l'industrie, qu'il faut préserver notre industrie, qu'il faut développer notre industrie au nom de la souveraineté nationale, ça commence d'abord par maintenir les outils de production, l'industrie qui existe ici. Et quand dans le plan qui est présenté par votre groupe, il est prévu de ne pas faire les investissements qu'il faut dans un des 3 fours qui existent ici et qui annonce donc la fermeture de ce four, eh bien ça veut dire derrière que l'on va affaiblir notre capacité de production dans le pays. Ce que j'ai expliqué au ministre, c'est qu'il y a 15 ans, on importait 6% des bouteilles utilisées dans notre pays et qu'aujourd'hui, on est arrivé à 35% de bouteilles importées dans notre pays. Comment peut-on reconquérir notre souveraineté des parts de marché si on commence par affaiblir nos capacités de production? Et c'est ce que je veux faire comprendre au gouvernement, au ministre de l'Industrie et de l'Économie, c'est que pour aller à la conquête et à la préservation de notre industrie, il faut d'abord préserver celle qui existe dans notre pays pour pouvoir ensuite conquérir de nouvelles parts de marché. Donc pour toutes ces raisons, c'est un combat que nous devons mener tous ensemble et la première chose que j'ai demandé au ministre avec les organisations syndicales qui étaient présentes quand on s'est réunis le 31 août dernier, ce que nous demandons, c'est d'abord qu'il y ait un dialogue et la possibilité de négocier, de discuter avec l'objectif de maintenir les capacités industrielles. La deuxième chose que nous demandons, c'est que pour discuter, nous demandons la suspension du plan. La suspension de ce plan, pour ouvrir enfin les voies de la discussion et de la négociation. Et l'objectif que vous devriez vous fixer, que vous vous fixez, l'objectif premier, c'est de maintenir l'activité des 3 fours ici à Cognac. Parce que c'est de là que dépend ensuite l'activité des salariés. Si on accepte la fermeture d'un four, forcément derrière ça se traduira par des licenciements à un moment ou à un autre. Et peut-être même d'aller plus loin. Donc ça doit commencer d'abord par le maintien des 3 fours ici sur le site de Cognac. C'est ce que j'ai redit hier au cabinet du ministre Le Maire, qui m'a demandé, nous allons faire en sorte qu'il y ait le dialogue, mais que faut-il faire pour commencer le dialogue? J'ai demandé la suspension du plan. D'abord, suspendre le plan. Ça doit commencer par là. Il ne doit pas être mis en œuvre. Et l'État doit intervenir ensuite pour faire en sorte de faire la démonstration que les 3 fours qui sont aujourd'hui chargés fortement, comme vous me l'avez expliqué, eh bien, continuent d'être chargés et qu'on leur offre un avenir. Nous avons développé ensemble des arguments forts liés à l'emploi d'abord, mais aussi à l'environnement. Comment peut-on accepter demain de fermer un four ici et d'importer plus de bouteilles venant d'Italie, d'Espagne, voire d'Ukraine, comme je l'ai entendu, de la part de la marque NC qui l'envisagerait. Et j'en attends la confirmation. Nous ne pouvons pas l'accepter au nom des objectifs environnementaux que notre pays s'est fixé, notamment de limiter la circulation des camions et l'émission de carbone. Donc les arguments, vous en avez des masses. Et alors, qu'est-ce que j'apprends il y a quelques jours avec Maxime? J'apprends que vos actionnaires, le propriétaire de Verallia, a fait de l'évasion fiscale massive. C'est-à-dire qu'il a détourné les richesses que vous produisez. Ce n'est pas acceptable. La différence entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, elle se juge par l'épaisseur d'un mur de prison. La fraude est illégale, l'optimisation, c'est utiliser les voies légales, mais à la limite de la légalité. Il se trouve que là, avec les révélations qui nous sont faites, que Verallia et le fonds de pension Apollo a franchi les limites de la loi, car les îles Caïmans font partie de la liste noire des paradis fiscaux émise par l'Union européenne en février 2020. Donc ils n'ont pas le droit de transférer de l'argent sous quelque forme que ce soit
dans cette île, dans ce paradis fiscal notoire. Votre groupe, Verallia France, appartient pour 53% à Horizon Investment Holding, qui est basé au Luxembourg. Et Horizon Investment Holding appartient pour 95% à une autre holding, Horizon Parent Holding, qui se trouve au Luxembourg. Et cette entreprise appartient à 100% à Horizon LP, dont le siège est aux îles Caïmans. Ils ont simplifié le montage financier par rapport à 2016 pour aller encore plus vite dans la remontée et les transferts de votre richesse, des bénéfices, de ce que vous devriez retrouver dans vos poches au titre de la participation et de l'intéressement. Ils ont fait remonter dans un paradis fiscal ce qui devrait servir à rénover les fours tous les 10 ans, comme ça doit se faire pour maintenir l'outil industriel. C'est ça qu'il faut demander. Comment se fait-il que la BPI, qui avait son nez dedans en tant qu'actionnaire, n'ait rien vu venir? Personne ne peut le croire ici. Donc nous avons des comptes à demander à l'État, à demander au gouvernement, parce que tout le monde perd là-dedans. L'industrie, l'emploi, l'environnement, mais aussi l'État, qui voit à travers ça, à travers ces 559 millions d'euros, de l'argent qui ne paye pas d'impôts. Donc même l'État est spolié dans cette affaire. Donc c'est un combat qui doit mobiliser toutes les forces de la République, car c'est la République qui est attaquée. Et c'est pour cette raison qu'en tant que député de la Nation, je suis avec vous, quand bien même je suis du Nord, et je resterai avec vous, avec un objectif, c'est que le four de Cognac ne fermera pas. Vous pouvez compter sur moi. Non, non, t'inquiète pas, j'ai qu'une taille.